Amis expatriés, bonjour! C'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui autour d'un sujet qui est complètement d'actualité, puisque le but de notre discussion aujourd'hui, c'est de réfléchir dans un monde où il y a de plus en plus d'outsourcing, de plus en plus d'indépendants, sous quel statut peut-on agir? Peut-il créer son entreprise localement? Y a-t-il d'autres solutions? Comment faire pour se concentrer sur son business et pas trop sur l'administration et la facturation. Bref, des sujets très concrets pour beaucoup d'entre vous et pour lesquels je suis ravie d'accueillir aujourd'hui François Clément. François, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, François, vous êtes directeur des ventes de Sage SA, qui est une entreprise de portage international. Absolument, ça en fait est le leader de l'ingénierie, de l'ingénierie par rapport à l'expatriation. Ça, je veux dire, c'est une société d'assistance à la gestion de l'expatriation. C'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises et les particuliers et les consultants particuliers qui veulent exporter leur savoir-faire à l'international et en France aussi. Ce qui permet à ces consultants de ne pas créer leur propre structure, puisqu'aujourd'hui il y a quelque chose qui est très important, c'est que on peut être un indépendant, on peut être un consultant, un freelance ou un expert sans avoir à créer sa propre structure. Donc Si je peux voilà me ce dont on permettre, va discuter voilà, aujourd'hui. voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits points techniques. D'abord, vous pouvez nous regarder donc là en direct. Si jamais vous voulez après revoir cette intervention ou la conseiller à d'autres, elle sera disponible sur le site Femmes Expat pendant un an ou sur le site Expat Value. Et surtout, si jamais vous voulez poser des questions en direct, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous répondre et plus il y a de questions, mieux c'est. Alors, on va commencer cette réflexion donc sur l'activité indépendante et les meilleures façons de gérer son activité par un petit point de conjoncture, comme on le fait souvent. Et pour ça, on va s'appuyer sur une enquête que Expat Communication lance depuis 4 ans maintenant, en partenariat avec Sage depuis le début, Tout ce à qui fait. nous permet d'avoir plein de données. Hein. C'est une énorme enquête. N'hésitez pas, vous voyez le lien là, si jamais vous voulez la télécharger. Il y a plein de données sur des tas de sujets, mais là, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse. Et c'est deux chiffres en particulier. Le premier, qui va rejoindre, à mon avis, beaucoup d'entre vous dans ce dont ils font l'expérience, vivre à l'étranger m'a amené à réviser mon plan de carrière. Les 2 tiers des expatriés sont d'accord avec cette affirmation, encore plus quand on parle des conjoints expatriés. Et pour vous montrer qu'on est encore au cœur du sujet, quand on demande aux expatriés leur statut professionnel, donc sans surprise, la plus grande partie d'entre eux sont salariés, mais il y a quand même 10% d'indépendants, 5% d'entrepreneurs, 3% qui sont en profession libérale. Ça, c'est pour l'ensemble des expatriés, que ce soit d'ailleurs en expatriation, mais c'est la même chose pour le retour. Et pour plus spécifiquement les conjoints expatriés, alors là, on monte jusqu'à 20% des conjoints expatriés qui sont indépendants. Donc on en a plus d'un quart qui sont confrontés au sujet dont on parle ce matin. Donc voilà des chiffres qui ne vous surprennent pas, François, on est au cœur de ce Du que tout, vous du vivez. tout. Et même, vous nous disiez, l'outsourcing, ça concerne encore plus de gens si jamais on s'éloigne un peu du monde franco-français. Oui, absolument. Les entreprises de plus en plus ne veulent pas embaucher, mais elles ont besoin d'acheter des prestations diverses et variées sur des métiers qui partent de l'informatique, du marketing, des finances ou autres. L'entreprise d'aujourd'hui se concentre sur son cœur de métier et toutes les compétences en périphérie ne sont pas spécialement ne sont pas spécialement dans cette entreprise. Donc, pourquoi? Parce que les entreprises ont besoin d'avoir une compétence sur un temps X, une embauche n'est pas nécessaire et ça permet aux entreprises d'être beaucoup plus souples, d'être beaucoup plus réactives, que ce soit en France ou à l'international, sur des missions françaises ou internationales, sur de l'expatriation ou de l'impatriation. Donc en fait, les entreprises aujourd'hui sont beaucoup plus souples qu'elles n'ont pu l'être dans les années 70 ou 80, voire 90. Donc, davantage de souplesse,
davantage de flexibilité aussi pour les de entreprises. flexibilité. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aussi moins de prise de risque? Aussi. Donc absolument, puisqu'à partir du moment où une entreprise achète une prestation, elle peut l'arrêter comme elle le souhaite. Elle peut arrêter un contrat de travail, bien évidemment, mais c'est pas ce que les entreprises souhaitent aujourd'hui. Un entrepreneur ne veut pas les licencier, il souhaite se développer. Donc ce développement aujourd'hui, il est ressenti par un achat de prestations qui offre effectivement une grande flexibilité en fonction des projets, en fonction de tout ce qu'une entreprise elle peut vivre aujourd'hui. Elle n'embauche pas spécialement. Et en plus, fait nouveau depuis quelques années, c'est que les salariés deviennent des indépendants. Pourquoi? Parce que c'est un choix de vie aussi. Les gens ne veulent plus être liés à une entreprise. Il y a une étude sur les Échos qui est sortie il y a quelques mois qui dit qu'aujourd'hui, la moyenne d'un poste en entreprise est dans cette entreprise et on est entre 4 et 6 ans. Alors que nos parents ou nos grands-parents rentraient dans une entreprise à 20 ans et en sortaient à 60 ans et progressaient par une ancienneté. Donc aujourd'hui, on est dans un schéma qui est complètement différent. Et en plus, fait nouveau aussi, c'est qu'aujourd'hui, on travaille plus là où on habite. On veut habiter, on veut travailler là où on a envie d'aller vivre aussi. C'est-à-dire qu'il y a le travail à distance qui marche de plus en plus avec le corona en plus. Et les gens, je veux dire, choisissent un choix de vie qui peut effectivement jumeler la vie personnelle et la vie pro. Et là, du coup, quand on n'est plus forcément dans la ville où habite notre employeur, sur le plan administratif, ça devient compliqué. Et il va falloir trouver peut-être d'autres solutions. Avant d'en venir là, vous aviez des chiffres sur le recours à l'outsourcing de la Oui. part des entreprises qui étaient assez édifiants. Alors en France aujourd'hui, vous avez pratiquement 11% des gens qui sont extérieurs à cette entreprise. C'est un chiffre qui progresse énormément. En France, on est un petit peu en dessous. En Europe, on va pratiquement arriver à 20%. C'est vrai pour les pays Nord Europe. Et puis un autre chiffre qui est très marquant, aux États-Unis, on a dépassé les 45% et on va arriver à 50%. Ce qui Ah, veut mais ça, dire c'est que la folie. une personne, 50% voilà, une des personne, voilà, jobs aux États-Unis sont aujourd'hui occupés par des indépendants. voilà. Voilà, donc c'est un fait nouveau. C'est vrai que la génération des millénials, effectivement, a boosté ça. Aujourd'hui, cette tranche d'âge ne souhaite plus être liée à un employeur, mais être liée à une expertise et vendre son expertise à l'international encore plus, puisque c'est vrai que la jeune génération jusqu'à 35-40 ans ont eu la chance de faire des études hors France, ce qui n'était pas le cas pour les gens des années 60 ou autres. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une ouverture. L'international, c'est ce que j'ai toujours, c'est pas forcément à 8000 c'est à 405 km, à 500 km de Paris. Donc l'international, c'est pas forcément d'aller à Singapour, c'est d'aller en Italie, en Espagne. Oui, donc c'est vrai qu'il y a une véritable ouverture par rapport à ça. Il y a voilà, c'est la mondialisation aussi. Alors, on voit des gens qui ne travaillent pas forcément là où est leur employeur, qui veulent Oui, garder de la liberté, des entreprises aussi qui veulent garder plus de flexibilité. Tout ça oui. se conjugue pour qu'il y ait davantage d'outsourcing et d'indépendants. Dernière question avant de passer plus sur des questions pratiques. Euh, Moi, quand je vous entends, je me dis, mais c'est très bien dans une économie qui est dynamique et porteuse, mais quel est l'impact aujourd'hui de la crise sanitaire du ralentissement économique sur le portage salarial? Est-ce que les gens qui ont choisi cette autonomie n'en n'en payent pas les frais? Alors pour certains, oui, je pense notamment pour les formateurs, mais ça reste un segment particulier. Mais aujourd'hui, les gens qui sont en mission sur des sujets divers et variés, finance, informatique, marketing et autres, travaillent à distance. Ça, c'est quelque chose, effectivement, l'effet du Covid a fait que effectivement tout le monde s'est organisé.
extrêmement vite, même si les mois de mars et avril ont été un peu compliqués, où les missions elles se sont arrêtées, les missions qui devaient démarrer n'ont pas démarré, mais elles ont démarré en mai, et les gens se sont organisés extrêmement vite. Donc il y a eu effectivement une baisse sur les 2 mois, mais comme partout. Et après, par contre, il y a eu une hausse. Donc les 25% par an en plus en portage, là on n'a pas les chiffres exacts, mais on les a maintenus, voire on va les dépasser. Donc on va estimer, enfin les spécialistes disent que l'externalisation et par le portage, on va être plus sur plus 30% par an que plus sur les 20 ou 25%. D'accord, donc un marché qui structurellement est en augmentation, mais au niveau de la facturation de chacun des personnes qui sont portées salarialement n'est pas en récession du tout. Du tout, du tout. On Donc ça, aurait c'est pu le une nouvelle croire, importante. on aurait pu le croire, et en fait, dès le mois de juin, les choses sont revenues comme avant. Même elles ont eu donc une petite évolution sur juillet, août. Bon, août, c'est un peu particulier, mais sur Hmm. septembre, c'est bien reparti. Donc ça, c'est des nouvelles importantes. Moi, Oui. c'est pas ce que j'aurais pensé spontanément. Euh, Merci pour cette première partie, plus sur la conjoncture et voir voilà, cette montée en puissance très forte, ancienne et qui se développe encore plus vite de l'outsourcing dans l'économie actuelle. Maintenant, si on regarde davantage sur le comment, déjà, bon, il y a la possibilité de créer son statut autonome. Aussi, aussi. Ça n'est pas ce dont on va parler ce matin. On va parler d'une autre possibilité d'action qui est le portage salarial. Alors, il y en a parmi vous certainement qui sont très familiers de cette solution. Il y en a d'autres qui la connaissent pas du tout. François Clément, comment est-ce que vous pourriez résumer en quelques phrases le fonctionnement du portage salarial? Alors, préalablement, je veux dire, effectivement, on est déjà sur une population de gens qui ont été des salariés avant, donc qui veulent devenir indépendants ou qui sont contraints de devenir donc des indépendants parce que le marché se porte à ça. Ces gens-là veulent conserver une dynamique, effectivement, de cotisation, et puis surtout n'ont pas envie de gérer leur propre structure, puisque ça nécessite une création, ça nécessite un petit peu de travail quand même. Donc le portage, en fait, est une alternative donc à la création. On appelle ça le terme juridique exact, ce sont des salariés autonomes. Donc vous avez compris dans ce terme que le consultant garde un statut de salarié, alors que lui, il aurait pu, donc il a déjà cotisé pendant de nombreuses années aux différentes caisses, donc lui ne souhaite pas créer sa propre structure. Donc la société de portage est un hébergement administratif qui va gérer pour le consultant ou le client le portage d'une mission. C'est-à-dire qu'on est dans une relation qui est triangulaire. Il y a la société de portage, il y a le client qui va payer cette facturation et qui a besoin d'avoir un expert, et l'expert en face. Donc, il y a un contrat de prestation ou un contrat de mission qui est fait entre Sage et le client, et un contrat de travail en droit donc international entre la société de portage et le consultant. Donc le consultant, il est salarié, il a une relation commerciale avec son client, mais il a une relation de subordination avec un contrat de travail avec la société de portage. Donc, ça veut dire que le consultant n'a aucune contrainte administrative, il se consacre sur sa mission. Donc, le consultant, déjà, si on part de lui, en fait, il garde la plupart des avantages liés au salariat. Absolument, il garde les avantages de la sécurité sociale, du régime de prévoyance, retraite, assurance chômage et autres. Une différence entre le portage français et le portage international, c'est qu'en portage international, vous avez le choix de vos cotisations. Alors qu'en France, quand vous avez un portage français, franco-français, vous cotisez aux caisses à l'ensemble. À l'international, c'est un régime effectivement où vous pouvez choisir toutes les cotisations à tiroir. Vous prenez ou vous prenez pas l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, ou pas Ah du tout. ouais. Je Donc me décide ma propre protection sociale. Pour des Français, voilà. Donc c'est assez confortable. pour un consultant qui est à la retraite, puisque de plus en plus de gens qui sont à la retraite ont des missions, les entreprises gardent leur personnel
retraités mais ne peuvent pas les embaucher pour des raisons diverses et variées. Et ben ces personnes qui sont à la retraite n'ont pas envie d'avoir une cotisation chômage et retraite puisque pour elles c'est terminé. Donc c'est vrai que par le portage international, elles peuvent très bien ne pas cotiser à la retraite et au chômage. Donc ça leur fera un restitué financier bien sûr beaucoup plus important. D'accord. Donc, on peut rester dans un schéma proche de celui d'un salarié. Oui. La différence majeure, en revanche, c'est qu'il n'y a pas d'engagement de l'entreprise cliente. Aucune. Si jamais le contrat s'arrête, l'entreprise de portage n'est pas liée au salarié et les revenus s'arrêtent aussi. Voilà, voilà. Le consultant a une mission pour une entreprise qui dure 10 jours ou qui dure un an. À la fin de cette mission, la mission s'arrête et le contrat de travail peut s'arrêter. À moins que le consultant ait une autre mission ailleurs et le contrat de travail effectivement a une suite. Mais la société de portage porte l'activité du consultant durant la mission. Voilà. Donc, on garde quand même une certaine précarité, c'est sûr, puisque l'entreprise, toute cette dynamique est liée au fait qu'il y ait le contrat avec l'entreprise ou pas. Mais en revanche, on peut avoir ce confort qui peut aller, comme vous le disiez, jusqu'au fait de continuer à cotiser pour l'assurance chômage. Mais là, il faut quand même que ce soit pour des missions d'une certaine durée. Oui, l'assurance chômage et l'assurance pour la retraite, on commence à les enclencher à partir du moment où la mission dépasse 30 jours. En dessous, ça sert à rien, ça va rapporter absolument rien, donc on le fait pas. Mais sur une mission qui dure minimum 2 mois et après plus, on peut effectivement choisir ses cotisations. Et est-ce qu'il y a un minimum pour une durée pour une mission de portage salarial? Non, il n'y a pas de minimum, on va dire une journée, mais après, il y a un montant minimum, par contre, pour être éligible au portage, qui est de 300 euros hors taxe par jour. Voilà, donc quelqu'un qui aurait, mais bon, ça n'arrive jamais, mais il y a un seuil minimum, quelqu'un qui se vendrait à 150 euros jour, admettons, hors taxe, ne pourrait pas être porté. Donc D'accord. il y a pas de minimum. Alors, est-ce que pour une journée, ça vaut le coup de faire appel au portage? C'est pas sûr, mais une mission peut très bien commencer pendant une semaine et après être renouvelée. D'ailleurs, c'est ce qui arrive très très fréquemment. Une mission qui dure 3 mois a beaucoup de chances d'être renouvelée encore 3 mois, encore 3 mois, encore 3 mois. Donc il y a des gens qui sont en mission pendant des années. Donc, on voit bien celui qui est porté, qui garde ce confort et surtout cette protection sociale liée au statut de salarié. Mais il n'y a Oui. pas que ça comme avantage dans le portage salarial. L'avantage, c'est qu'effectivement, il n'a pas besoin d'avoir sa propre structure. Et puis surtout, un des avantages, c'est que le consultant qui est porté n'a pas à facturer son client et n'a pas à faire toute la partie recouvrement, qui aujourd'hui, qui est extrêmement compliqué. C'est difficile d'avoir une relation commerciale avec un client et une relation financière en disant, vous n'avez pas payé ou vous êtes en retard. Vous voyez. Donc les gens n'ont pas envie de gérer ça en fait, donc à la base. Voilà, donc ça veut dire que quand le consultant passe par une société de portage, il minimise effectivement tous ces risques financiers. Bien sûr que la société de portage regarde la santé financière de son client. On va pas porter un consultant qui a un client qui est en dépôt de bilan. Donc ça, voilà. Et pour une entreprise, c'est pareil. Une entreprise n'a pas envie de gérer le risque prud'homal et autres. Voilà, donc effectivement, le fait d'acheter une prestation, ça favorise, je dirais, toute la dynamique business en fait. Que ça soit pour les entreprises ou les consultants. Et puis les entreprises, encore une fois, ne veulent pas impacter une grille sur les salaires, sur les effectifs. Donc l'achat de prestations aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. De plus en plus, les entreprises regardent la masse sur le salarial plus que le chiffre d'affaires. Elles le regardent, bien la marge aussi. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'impact. C'est le fameux headcount et quelqu'un qui est en portage salarial n'apparaît pas dans le headcount. Donc c'est beaucoup plus Voilà. favorable. Donc c'est souple pour le consultant, c'est souple pour les entreprises aussi. Tout le monde y gagne. D'accord. Ça, c'est l'avantage en termes, on a dit, de gestion, de souplesse. Il y a aussi un avantage en termes d'adhésion aux règles locales. C'est-à-dire Voilà. que, si j'ai bien compris, on peut assez facilement, avec une structure comme la vôtre,
passer du portage international ou portage local en fonction des contraintes locales. Voilà, si c'est un consultant qui est français, qui habite en France et qui a un client français ou international et qui est amené à se déplacer hors des frontières françaises dans le cadre de sa mission, le portage international est pas possible. Mais ce consultant habite en France, il part une semaine par mois ou 2 semaines par mois, il rentre chez lui, il travaille voilà. Là, c'est un portage donc de droit international par la société Sage, donc qui est un contrat international de la Suisse. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de compte en Suisse, il y a absolument rien. Oui, quand on Mais parle. voilà, non, parce que les gens parfois, enfin, de moins en moins, mais parfois, voilà, c'est plutôt une. On C'est peut le dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui localisent leurs expatriés en Suisse pour ces mêmes raisons. voilà. Et bah, par contre, si le consultant part vivre dans un pays en tant qu'expatrié, effectivement, le portage international est possible sur un démarrage, mais après, dans certains pays, on va pouvoir le porter sur place. C'est-à-dire que nous sommes présents, donc on est présents en Suisse, nous sommes présents en Grande-Bretagne, nous sommes présents au Maroc, nous sommes présents en Allemagne et à Singapour. Donc on a des relais comme ça partout, dans chaque pays aussi. Donc si le consultant est amené à rester plusieurs années, donc il sera en contrat en local. Donc il paiera ses droits et taxes sur le pays. Donc tout ça, effectivement, la société Sage, elle le porte, mais surtout on conseille aussi. On conseille le consultant, on conseille les entreprises. Une entreprise qui ne peut pas s'implanter dans un pays ou pas encore, on peut très bien embaucher des gens qui sont sur place, soit des expatriés ou des gens qui habitent directement sur le pays. Donc Alors, on peut deux créer un. points, deux points qui nous restent à valider. Première question, là j'entends le conseil, j'entends l'implantation locale. Ça nous emmène à un autre sujet qui est, là vous parlez pour Sage SA, qui est un des gros acteurs du portage international. Vous n'êtes pas le seul. Non. Il y a des acteurs sérieux, il y en a qui le font moins. Comment est-ce qu'on choisit un prestataire si jamais on veut passer en portage? Alors déjà, on choisit. Alors après, on choisit par rapport à plusieurs choses. On choisit par rapport à la puissance financière. Est-ce que la société de portage est une entreprise qui a une gestion impeccable, qui a un financement aussi, qui puisse payer les salaires chaque fin de mois, puisque quand on facture une prestation à une entreprise, le consultant à la fin de chaque mois a le salaire. Donc ça, c'est effectivement, financièrement, il faut avoir les fonds. Après, on peut choisir une société de portage qui a une relation d'accord cadre ou référencement avec les entreprises. C'est vrai que ça, j'en ai une chance énorme, c'est qu'on est référencé chez les grandes entreprises, CAC 40, SBF 250, grosses PME aussi. Donc, on existe depuis 30 ans. Donc, on a une bonne relation. Donc, un consultant peut très bien choisir une société de portage par rapport effectivement à un référencement par la société de portage qui va lui amener effectivement une relation particulière. On choisit une société de portage aussi par rapport à la partie financière. Est-ce que cette société de portage restitue un salaire correct, puisque les honoraires c'est une chose, mais les taxes c'en est une autre. Donc c'est vrai que la société de portage, quand on est à l'international ou en France, surtout à l'international, on va gérer toute la partie administrative pour les consultants ou les entreprises, avec toutes les règles de chaque pays, en étant le petit doigt sur la couture, si je peux me permettre. Donc il n'y a Donc, aucun ouais. déplacement, il n'y a aucun, voilà, on va jusqu'à la ligne blanche, mais on ne la dépasse pas. Vous voyez, donc c'est extrêmement sérieux. Donc ça c'est un gage aussi. Donc, implantation, réseau, solidité, Oui. conseil, et évidemment, j'imagine l'aspect financier. Alors, pour ce qui est de Sage, est-ce que vous pourriez nous faire quelques simulations, si j'imagine que c'est officiel, si jamais Oui, on bien vient sûr. chez vous, que ce soit pour 3 jours ou que ce soit pour 3 ans, quels peuvent être les honoraires et les retenues par rapport à la protection sociale? Alors aujourd'hui, pour vous faire un comparatif par rapport au portage français, avec un contrat de travail français en portage, on restitue en France à peu près 48-50% en net, avant impôt, toujours. Et là, il n'y a pas, de Euh, toute façon, il n'y a pas d'aménagement, c'est comme ça.
Voilà, c'est comme La ça. protection Sur un sociale française, c'est un bloc. Ça ne se Voilà, sur un construit pas. portage français, vous cotisez à toutes les caisses, même si vous êtes à la retraite. On appelle ça la contribution nationale. À l'international, c'est vraiment différent puisque sur une facturation, je vais prendre un exemple simple. Sur une facturation de donc 10 000 euros hors taxe, le consultant est à 500 euros jour, on va dire. Il a une prestation qui dure 20 jours mois, donc la société de portage facture 10 000 euros hors taxe. Si le consultant souhaite cotiser à la retraite et au chômage, donc il sera rattaché à la CFE. Il aura les cotisations sur la santé aussi. Il aura effectivement une cotisation santé dès le premier dès le premier voilà, et donc il aura 56% en net. Et si lui décide de ne pas cotiser à la retraite et au chômage pour des raisons diverses et variées, parce qu'il est à la retraite ou parce que pour autre raison, il aura une restitution nette qui sera de 73%. Mais il conservera effectivement une prévoyance et il conservera effectivement la partie pour la santé. La santé, c'est le rapatriement, c'est le remboursement dès le premier euro par rapport à ses dépenses de médecins, hôpitaux et autres. Donc ça, c'est la partie qu'on peut pas enlever. Même Voilà. si jamais on disait je veux pas de prévoyance, j'en ai déjà autrement, je veux pas de santé, vous n'avez pas le droit d'enlever la prévoyance et la santé. Alors la prévoyance, on n'enlève pas. Exceptionnellement, la santé, on peut effectivement ne pas la facturer, mais à partir du moment où le consultant a déjà une assurance. Mais ça, c'est vraiment à titre exceptionnel et c'est sur une dérogation. Mais quelqu'un qui serait effectivement un expatrié de longue date et qui a ses assurances, à partir du moment où il prouve qu'il est bien assuré, parce que nous sommes son employeur, donc un employeur doit effectivement assurer donc une prévoyance santé par rapport à son salarié. Si lui ne veut absolument pas, mais qu'il prouve qu'il a effectivement une assurance qui est correcte et qu'il se désengage de notre prévoyance, on peut le faire, mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement Mais rare. ça, Mais voilà. Alors voilà, mais après, on va arriver au bout de ce Facebook Live et je pense qu'il y a plein de questions particulières. On en a deux déjà en ligne sur Facebook qu'on va pouvoir prendre et puis après, on affichera les coordonnées de François Clément parce que j'imagine qu'il y a autant de questions que de cas particuliers. Mais on va voilà. déjà Et en prendre plus, les deux chaque questions pays, qu'on a. en plus, pour Une chaque question pays, le cas est différent en plus. exactement. Mais alors, question de Marilou, qui est de nationalité française, qui est à l'étranger dans un pays où Sage n'est pas présent, Oui, mais elle a des missions. Est-ce qu'elle peut quand même passer par le portage international? bien sûr, bien sûr. Bien sûr, elle peut passer par le portage international. Alors, je ne sais pas où elle habite, mais ses missions sont pas forcément dans le pays où donc elle réside. Ses clients sont pas forcément dans le pays où elle réside. Donc, elle peut avoir en vivant à l'international, elle peut avoir un client français, faire ses missions dans le pays où elle réside ou dans d'autres pays. Et le portage international est tout à fait viable. Et de toute façon, vous l'aiderez à détecter si elle dépend du portage international ou sinon vous avez des partenaires Voilà. avec finance dans la plupart des pays. Je vais vous raconter juste un petit exemple précis. J'ai eu 15 secondes un Français qui habite aux États-Unis, qui est résident aux États-Unis, qui a un client américain pour une mission aux États-Unis. Là, le portage sage ne peut rien faire. Enfin, on pourrait le faire, mais je peux vous dire que l'administration américaine, au bout d'un mois, elle le Voilà. repérera. Donc voilà. Donc il y a certains petits trucs comme ça qui passent pas. Donc on le dit. On peut aménager aussi sur un premier temps, mais voilà. Donc on est vraiment sur une notion de effectivement de donc conseil. Mais dans ce cas précis, oui, on peut Alors, porter. question de Cécile, justement en parlant du conseil. Cécile nous dit, bah alors, dans ce cas-là, est-ce que vous conseillez vos clients sur les bons consultants qui pourraient travailler pour eux? Est-ce qu'en fait, vous avez un rôle aussi presque de recruteur Bien de sûr, vos consultants? Bien sûr, puisque c'est vrai que ça existe depuis 30 ans, porte à peu près 1500 consultants par an dans le monde entier. Donc ça veut dire que nous avons un vivier de gens qui sont en mission ou pas. Et quand un client cherche un expert, ce client cherche par son biais personnel, mais il peut aussi de plus en plus demander à la société de portage en disant tiens, j'ai besoin d'avoir un expert en marketing, comptabilité, informatique et autres, spécialisé sur la santé ou les énergies. Et on peut très bien lui proposer le mettre en relation avec différentes personnes. C'est ce qu'on en fait de plus en plus.
Alors, on a encore plein de questions qui arrivent. On va devoir s'arrêter malheureusement. Pour tous ceux qui ont encore des questions, on va afficher les coordonnées de François. N'hésitez pas à le contacter en direct. Parce que j'imagine que voilà, j'ai Anne qui veut savoir si jamais elle peut faire du portage au Canada, Cécile, elle qui est aux US mais avec des clients français, tout ça. J'ai une petite idée, mais je crois que le plus simple, c'est que vous parliez à François en direct. François Clément, donc pour Sage International, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour répondre à mes questions et à celles pour votre invitation. Merci. Chers auditeurs, à très bientôt. Nous nous réjouirons de vous retrouver pour nos prochains Facebook Live. On va avoir pas mal de grandes écoles qui vont parler dans les semaines qui viennent. Si jamais vous avez des sujets qui vous intéresseraient que l'on traite, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Et pour ne rater aucun de ces Facebook Live et puis pour pouvoir lire les articles, et on en a pas mal sur le portage international, n'hésitez pas à vous abonner aux newsletters de Femmes Expat et d'Expat Value. À très bientôt à tous. Au revoir. Merci Alix, je vous remercie.